Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous et personne d'autre. Sauf tous ceux qui veulent nous rejoindre et vous êtes le bienvenu. Chers amis, 10 juillet 2019, 13h29, heure du Québec. Chers amis, l'hiver arrive. Et il serait bon de se rappeler le gel de l'Europe en 1709. On est dans un régime climatique complètement différent de ce qu'on a connu pendant les dernières décennies. Et c'est vraiment important de comprendre que les choses sont plus pareilles et qu'elles ne le seront plus pour très longtemps. C'est important de comprendre aussi que le Soleil rentre dans un cycle qui va être, selon tous les experts, très très faible. On est déjà dans le 24e qui s'achève ou qui est presque terminé. Et franchement, le Soleil a été très plus actif et il est en constante décroissance. Le 25e s'annonce faible et le 26e encore plus faible. Donc on peut parler ici de minimum solaire, mais même on peut parler d'un grand minimum solaire. Ajouter à ça l'affaiblissement de la magnétosphère, tous les autres facteurs dont je parle souvent, l'augmentation des rayons cosmiques galactiques qui viennent ajouter une couche nuageuse, qui nous amène des pluies torrentielles. On est dans un modèle de déluge. L'activité volcanique qui est très, très, très intense et qui s'intensifie de jour en jour, ça amène des conditions idéales pour un refroidissement des températures, et on le voit, et on le vit, et on va aller voir ce qui s'est passé cette année-là en Europe. On peut voir une image ici, une neige et une glace mortelle ont paralysé l'Europe en 1709, une peinture anonyme du 18e siècle provenant du Castello Sforzesco à Milan, imaginez. Dans les premiers mois de 1709, l'Europe se figea et le resta pendant des mois. Les gens patinaient sur les canaux de Venise, les cloches des églises sonnaient et les voyageurs pouvaient traverser la mer Baltique à cheval. Cet hiver monstrueux a finalement coûté la vie à un grand nombre d'Européens et a bouleversé 2 grandes guerres. Mais à ce jour, il n'y a pas de théorie concluante pour cette cause-là, à sa cause. C'est littéralement tombé du jour au lendemain dans les premiers jours de 1709. Le 5 janvier, les températures ont plongé. Ce n'est peut-être pas une surprise pour l'hiver européen. Mais 1709 n'était pas une simple vague de froid. Le lendemain matin, Dawn se leva sur un continent gelé d'Italie, en Scandinavie et d'Angleterre en Russie, qui ne se réchaufferait plus au cours des 3 prochains mois. Au cours du périhiver des 500 dernières années, le froid extrême, suivi de pénuries alimentaires, ont fait des centaines de milliers de morts en France, gelé des lagunes en Méditerranée et modifié le cours d'une guerre. Frissonnant en Angleterre, l'érudit William Durham a écrit « Je crois que le gel était plus grand que tout autre dans la mémoire de l'homme ». Le pays le plus touché par le froid intense était sans aucun doute la France. L'année 1709 avait déjà mal commencé. Les paysans français avaient été frappés par de mauvaises récoltes, des impôts et une conscription pour la guerre de succession d'Espagne. Les vagues de froid de la fin de 1708 ne faisaient pas partie du crash de température du 5 au 6 janvier. Au cours des 2 semaines suivantes, la neige tombait et les thermomètres en France tombaient à des températures minimales de moins 5 Fahrenheit. En l'absence de prévisions météorologiques, les autorités n'ont pas le temps de se préparer à ce que l'on appelle désormais le grand hiver, et des milliers de personnes succombent à l'hypothermie avant que des mesures ne puissent être prises pour les aider. Les animaux n'ont pas été épargnés non plus. De nombreux animaux se sont figés dans leur enclos, leurs granges et leurs poulaillers. Ici, on voit le buste de Louis XIV.
Les rivières, le réseau de canaux et les ports ont gelé et la neige aurait bloqué les routes à travers la France. Dans le port de Marseille, sur la côte méditerranéenne et à divers endroits des rives du Rhône et de la Garonne, la glace a pu supporter le poids de chariots chargés, ce qui la place à une épaisseur d'environ 11 pouces. Dans les villes qui ne recevaient plus de provisions, des comptes circulaient d'habitants désespérés, contraints de brûler les meubles pour se tenir au chaud. Paris est resté coupé de fournitures pendant 3 mois. Même les mieux nantis, qui pourraient avoir recours à des stocks de nourriture et de boissons, ont constaté que le froid intense les rendait inutilisables. Le pain, la viande et même certaines boissons alcoolisées ont gelé. Seuls les alcools durs, tels que la vodka, le whisky et le rhum, restent liquides. La crise climatique tenait à la fois les riches et les pauvres dans son emprise glacée. Les demeures tentaculaires de l'élite avec de grandes fenêtres avaient été construites pour le spectacle et non pour le côté pratique. À Versailles, la duchesse d'Orléans, belle-sœur du roi Louis XIV, écrivait à un parent à Hanovre. « Le froid ici est si violent qu'il défie fidèlement la description. Je suis assis près d'un feu rugissant, j'ai un écran devant la porte qui est fermée pour pouvoir m'asseoir ici avec une fourrure autour du cou et les pieds dans un sac en peau d'ours. Je frissonne encore et peux à peine tenir le stylo. Jamais de ma vie je n'ai vu un hiver comme celui-ci qui congèle le vin en bouteille. » On peut voir ici une image. Hein? En état d'urgence, le gouvernement français de Louis XIV était confronté à une crise alimentaire catastrophique déclenchée par un hiver extrêmement froid. Une commission spéciale chargée de la distribution urgente du grain a été nommée, présidée par Henri-François d'Aguesseau, représenté sur cette gravure. Des temps désespérés appelaient à des mesures désespérées. Quiconque découvrait accumuler du grain pouvait être condamné à des travaux pénibles sur des galères ou même à la peine de mort. Dans le reste de l'Europe, de nombreux effets étranges du froid ont été observés. De nombreux témoins ont raconté comment la chute brutale de la température avait rendu fragiles des objets apparemment solides. Les troncs d'arbres se brisaient avec un craquement surprenant, comme si un bûcheron invisible les abattait. Les cloches des églises, quant à elles, se sont également fracturées en raison du froid extrême. À Londres, The Great Frost, comme on l'appelait, glacé sur la Tamise, les canaux et le port d'Amsterdam ont subi le même sort. La mer Baltique a été solide pendant 4 mois entiers et il a été signalé que des voyageurs traversaient le Danemark pour se rendre à pied en Suède ou en Norvège à cheval. Presque toutes les rivières du nord et du centre de l'Europe ont gelé, même les sources chaudes d'Aix-la-Chapelle dans l'Allemagne moderne ont glacé. Des chariots lourdement chargés traversaient les lacs suisses et les loups s'aventuraient dans les villages à la recherche de tout ce qui leur restait à manger, ce qui s'avérait parfois être des villageois morts de froid. Confort, froid, le pauvre est mort dans leur massure et les riches frissonnaient dans leurs grands palais, comme Versailles près de Paris, où l'on pouvait correspondant à peine tenir la plume. Dans l'Adriatique, le gel a laissé de nombreux navires piégés dans la glace. Leur équipage dépérissait du froid et de la faim. À Venise, les patins à glace ont été utilisés à la place des habituelles gondoles pour se déplacer dans la ville. Rome et Florence ont été complètement coupés par les fortes chutes de neige. En Espagne, l'Èbre a gelé et même la douce Valence a vu ses oliviers être détruits par le froid. Le temps avait aussi des ramifications politiques. Les hostilités entre la France et la Grande-Bretagne pendant la guerre de succession d'Espagne ont été retardées jusqu'à ce que le temps se réchauffe. De manière plus significative, les historiens considèrent la victoire de la Russie de Pierre le Grand sur la Suède à la bataille de Poltava en juin 1709 comme un moment décisif dans la transformation de la Russie en puissance régionale. Peter doit sa victoire en partie à une armée suédoise plus petite et plus faible, dont beaucoup de soldats ont péri à cause des températures glaciales de l'hiver. On voit ici la bataille de Malplaquet en septembre 1709. Louis XIV a gouverné la France pendant 72 ans et
1709 a été l'une des pires années. Son pays a été touché par le gel. Sa population et ses ressources ont été décimées. Parallèlement, son armée est confrontée à de graves revers dans la guerre de succession d'Espagne. En septembre 1709, la France est défaite par la Grande-Bretagne et la bataille de Malplaquet. Les conditions glaciaires, cependant, n'étaient que le premier d'une série de malheurs à frapper l'Europe cette année-là. Les températures sont restées anormalement basses jusqu'à la mi-avril, mais la neige et la glace, une fois dégelées, ont provoqué des inondations. La maladie a prospéré tout au long de l'année. Une épidémie de grippe avait éclaté à Rome à la fin de 1708, et le froid et la fin de l'hiver suivant ne faisaient que propager le virus, devenant une pandémie à l'échelle européenne en 1709 et 1710. Pour aggraver le désastre, la peste arriva aussi cette année-là. Des Ottomans, empire via la Hongrie. Les Ottomans ont envahi via la Hongrie. Mais parmi tous les maux qui sévissaient en Europe, la faim était, à bien des égards, pire. Les conséquences de la pénurie alimentaire ont persisté tout au long de cette année et dans la suivante. Des céréales, des vignes, des légumes et des arbres fruitiers, des troupeaux et toutes sortes de troupeaux ont été mis en pièces et la récolte de l'été suivant n'avait même pas été plantée. La situation a entraîné une hausse des prix des céréales, les prix ayant été multipliés par 6 en 1709. En France, le roi Louis XIV organisait la distribution de pain et obligeait l'aristocratie à faire de même. Il a également tenté d'enregistrer tous les magasins de céréales afin d'éviter l'accumulation de réserves, en envoyant des inspecteurs pour s'assurer que les règles étaient respectées. Mais face à la misère implacable du temps, de telles mesures ont dû paraître dérisoires. Des épisodes de violence s'ensuivèrent et les paysans qui avaient été réduits à manger de la soupe de fougères formèrent des gangs pour attaquer des boulangeries et tendre une embuscade à des convois de céréales. Le grand gel et ses conséquences mortelles ont entraîné des conséquences tragiques pour des centaines de milliers de personnes. En France, la population a diminué au cours de 1709-1710, une période dans laquelle il y avait 600 000 décès de plus qu'une année moyenne à l'époque et 200 000 naissances de moins. Un déficit démographique qui entravait une économie déjà très faible. Une photographie ici du musée britannique. Le peintre et graveur italien Giuseppe Maria Mitelli a décrit les événements catastrophiques qui se sont répandus dans toute l'Europe: famine, pauvreté, température meurtrière, guerre et maladie. Bien que les personnes aisées aient été touchées par le froid, les souffrances des pauvres étaient beaucoup plus grandes, surtout les fronts. Son record d'hiver le plus froid d'Europe, en un demi-millénaire, reste inégalé, un gel monstrueux qui déroute encore les climatologues aujourd'hui. Diverses théories ont été avancées pour cet événement. Au cours des années précédentes, un certain nombre de volcans en Europe avaient éclaté, notamment le Tide, dans les îles Canaries, Santorin dans l'est de la Méditerranée, et le Vésuve près de Naples. Des quantités énormes de poussière et de cendres dans l'atmosphère réduisaient la quantité de lumière solaire atteignant la Terre. L'année 1709 s'inscrit également dans la période connue par les climatologues sous le nom de Maunder, le grand minimum de Maunder 1645-1715. Lorsque les émissions solaires ou les explosions solaires de l'énergie solaire étaient considérablement réduites. Que ces événements se soient ou non combinés pour créer la catastrophe glaciaire de l'Europe, cet hiver reste un sujet de débat houleux. Est-ce que l'hiver qui vient nous réserve les mêmes surprises? On voit la quantité de volcans en activité, autant en Europe qu'en Asie. Je peux vous dire une chose, quand tu lis des récits comme ceux-là, historiques, qu'on nous a cachés pendant longtemps. Moi, je suis allé à l'école, j'ai jamais entendu parler de minimum, grand minimum solaire, de tous ces événements en Europe. C'est assez formidable ce qu'on veut nous cacher quand on a l'intention de nous vendre quelque chose. Ça m'amène à penser peut-être que si on se fie à ce qui a été vécu à cette période-là dans le grand minimum de Maunder, que l'hiver qui s'en vient, mes chers amis, comme l'été, je vous l'avais dit, et le printemps serait très éprouvant, l'automne et l'hiver peuvent nous réserver vraiment des grandes surprises et des grandes déceptions. Enfin, on verra bien, mais wow, toute une histoire.